Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Bourse, votre double rendez-vous quotidien consacré à l'actualité des marchés financiers. Alors Grégoire Favet m'a laissé les clés de l'émission pour aujourd'hui. Vous le retrouverez bien sûr demain dès 12h30. On va passer une demi-heure ensemble pour essayer de comprendre ce qui se joue sur les marchés aujourd'hui. Alors évidemment, vous l'avez sans doute suivi ce matin, le CAC 40 a renoué avec les 6000 points. Ça n'était pas arrivé depuis le 21 février 2020. L'indice parisien qui efface le Covid, même si on n'est pas encore revenu complètement sur les pics des 6111 points du 19 février 2020. Hausse qui s'inscrit dans le sillage de Wall Street où le Dow Jones hier soir a terminé sur un nouveau record en hausse d'1,5%, 32 297 points après l'adoption définitive du plan de relance de Joe Biden. Joe Biden qui qualifie d'ailleurs ce vote de victoire historique. Et puis alors le rendez-vous du jour évidemment c'est la BCE. Entre la hausse des taux, l'inflation, quelle va être la communication de Christine Lagarde, la Banque Centrale Européenne qui s'est montrée peut-être un petit peu floue ces derniers temps sur ces sujets. Les rachats d'actifs dans le cadre du programme d'urgence contre la pandémie n'ont pas augmenté. Alors est-ce que la BCE joue aujourd'hui sa crédibilité? On fera le point avec nos invités alors que la Fed sera évidemment confrontée au même type d'exercice dès la semaine prochaine. Mais pour commencer cette émission, comme chaque jour, le point à la mi-séance. Et on retrouve évidemment Nicolas Pagnès qui nous accompagne quotidiennement depuis les locaux de Bourse Direct. Tendance en légère hausse toujours à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le CAC 40 tente même de se maintenir au-dessus des 6000 points avant la prise de parole de Christine Lagarde en ce début d'après-midi. L'indice parisien bénéficie des nouvelles encourageantes venues des États-Unis et notamment de l'adoption du plan de relance par la Chambre des représentants cette nuit. Un plan de relance donc d'un montant de 1900 milliards de dollars qui prévoit entre autres le versement d'un chèque de 1400 dollars aux Américains les plus démunis ainsi qu'une augmentation des aides aux chômeurs de 300 dollars par semaine. Le plan de relance prévoit également des fonds pour la campagne de vaccination, mais aussi pour les écoles et les États. Le projet de loi, qui doit à présent être ratifié et promulgué par Joe Biden, ce qui devrait normalement arriver d'ici demain vendredi. Mais le CAC 40 bénéficie aussi de l'accalmie des rendements obligataires, alors que le chiffre de l'inflation publié hier a montré que celle-ci restait maîtrisée au mois de février aux États-Unis, en progression de 0,1% seulement hors alimentation et énergie. Une publication qui fait reculer le taux à 10 ans aux États-Unis qui est à 1,49% à la mi-journée, tandis que le taux à 30 ans se situe lui à 2,23%. En Europe, la prise de parole de Christine Lagarde, on le disait, sera scrutée de près en ce début d'après-midi à l'issue du Conseil des gouverneurs de la BCE. Celle-ci devrait normalement préciser si la BCE considère la progression des rendements obligataires comme une menace pour les économies de la zone euro et si la BCE compte mettre en place des mesures spécifiques. En attendant, l'OAT à 10 ans en France est aux alentours de moins 0,07%, tandis que le Bund allemand est lui aux alentours de moins 0,33%, retrouvant tous les deux des niveaux proches d'il y a un mois. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec le feuilleton Veolia-Suez. Veolia a communiqué ce matin sa nouvelle offre pour Suez. L'entreprise qui proposait jusque-là de céder l'activité eau de Suez au fonds Meridiam pour des questions de concurrence annonce à présent être prête à céder l'intégralité de Suez en France, donc au fonds Meridiam. Veolia se montre en revanche très ferme sur les actifs de Suez à l'international et demande à son concurrent de stopper toute négociation pour des filiales en Australie et au Royaume-Uni. Dans un entretien aux Échos, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a tout de même affirmé sa volonté de réaliser ce projet de rapprochement avec ou sans la direction de Suez. JC-Decaux fait état de son côté d'une perte de 604,6 millions d'euros l'année dernière à cause notamment d'une charge de dépréciation de 222 millions d'euros liée à la crise sanitaire. L'entreprise qui prévoit un recul de son chiffre d'affaires de près de 40% pour le premier trimestre 2021 exclut de verser un dividende au titre de 2020. On notera également que EDF annonce une baisse de 8,6% de sa production nucléaire en France sur un an au mois de février. Une annonce qui intervient alors que les négociations entre l'État français et la Commission européenne en ce qui concerne le projet Hercule pourraient potentiellement se conclure d'ici fin mars selon Reuters. Pour rappel, ce projet a pour but de réformer le nucléaire français et de réorganiser EDF via notamment la création d'une entité nommée EDF Bleu entièrement
dédiés au nucléaire et au thermique. Et on finit toujours côté valeur à la Bourse de Paris avec Eurazeo qui annonce une perte nette de 160 millions d'euros en 2020. La société d'investissement annonce également viser de nombreuses sessions sur l'année 2021 mais également sur l'année 2022. On finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole qui est toujours à la mi-journée donc au-dessus des $68 tandis que l'once d'or reste stable avec un niveau au-dessus des $1 700 et sur le marché des changes, l'euro-dollar est lui aussi à un niveau similaire à celui de ce matin, juste au-dessus des $1,1950 pour 1 euro. Nicolas Pagnès depuis les locaux de Bourse Direct, un Nicolas que vous retrouvez évidemment tous les jours sur Bismart à 10h, à 12h30, à 15h et à 18h30. Il est l'heure de retrouver nos invités. Pour commencer, nous sommes en visio avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Frédéric, le CAC 40 avait chuté le 16 mars 2020 à 3612 points. Aujourd'hui, il cote à 6000. Qu'est-ce qui motive comme ça une remontée aussi rapide? Parce qu'en 2008, par exemple, il avait fallu... Alors évidemment, on n'est pas dans la même crise, mais en 2008, il avait fallu beaucoup plus de temps pour... ça s'était compté en années pour effacer une telle baisse. Donc comment est-ce que vous analysez ça? Effectivement, on efface cette pandémie sur les marchés en un an et on est très loin de l'effacer dans l'économie, sans parler du marché du travail qui va probablement avoir des cicatrices pendant de longues années. La question est de savoir, je dirais, pas tant dans quelle mesure les économies vont se réouvrir, la campagne de vaccination va s'améliorer. La direction est claire, elle va dans le sens de l'amélioration. La croissance cette année, dans la plupart des pays développés, va être extrêmement forte après une très forte chute en 2020. La question, c'est de savoir combien de ces informations et de cet espoir est déjà dans les prix. Et là, on commence à toucher probablement à la fois en termes fondamentaux, en termes de valorisation de marché actions, en termes techniques aussi, des seuils qui peuvent être un petit peu plus difficiles à casser à la hausse. On a des mouvements de consolidation, de rotation surtout, puisqu'on regarde les indices progresser dans l'ensemble aux États-Unis et en Europe. Mais au sein de ces indices, la rotation a été très violente, plutôt de valeurs défensives vers des valeurs cycliques et de value récemment. Et là aussi, c'est une question qui sous-tend celle de la progression des marchés en général. Dans quelle mesure l'amélioration des perspectives de croissance, d'inflation, des relances budgétaires et de hausse des taux d'intérêt peut-être qui va avec, peut continuer de soutenir cette rotation. Il est possible qu'il y ait une pause probablement dans les semaines qui viennent avant éventuellement de reprendre. Oui, justement, la BCE, elle va donner ses nouvelles prévisions de croissance. Là, aujourd'hui, en décembre, on était sur 3,9% pour cette année. Est-ce que cette prévision vous semble réaliste aujourd'hui ou est-ce qu'il faut la revoir et dans quel sens ? Honnêtement, je crois que ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la croissance parce que cette reprise, elle est effectivement décalée, mais elle n'est pas remise en cause. Donc les chiffres vont être probablement ajustés un petit peu à la baisse cette année, un petit peu à la hausse l'année prochaine. Il est très difficile de faire des prévisions de croissance dans un environnement où certaines parties de l'économie sont encore fermées. Et je crois que ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure la BCE peut se montrer confiante, comme elle l'a été depuis quelques mois, à juste titre, dans cette reprise et surtout dans les conséquences qu'elle aura sur l'inflation, parce que les perspectives d'inflation ne sont pas satisfaisantes. L'inflation, la vraie domestique, le cœur, le noyau dur est prévu à 1,2% en 2023. C'est très en dessous de la cible de 2%. Ça, c'est la question. Et la présidente Christine Lagarde est probablement dans une situation en termes de communication très délicate, parce que vous ne pouvez pas paraître trop confiante, en l'occurrence, dans ces perspectives aujourd'hui. Oui, alors justement, moi je lisais vos tweets, Frédéric. Il y a 3 jours, vous avez écrit « Francfort, nous avons un problème ». C'était juste après la publication des achats d'actifs de la BCE qui étaient restés assez faibles ces dernières semaines. Vous estimez aujourd'hui que la BCE, elle ne tient pas sa promesse ? C'est une situation délicate, inconfortable pour la BCE et paradoxale. Pourquoi ? Parce qu'en absolu, les taux d'intérêt sont toujours bas et quand on regarde l'ensemble, la photo des marchés aujourd'hui avec plein d'indicateurs différents, le pétrole, le taux de change, les spreads corporate, etc., il n'y a pas énormément de resserrement depuis le mois de décembre et pas une justification en tout cas évidente pour la BCE d'en faire plus. Mais la BCE ne tolère aucun resserrement, même de 25 points de base, comme c'est le cas sur les taux longs depuis décembre. Et ils sont tous venus les uns après les autres, les officiels les plus élevés et importants et influents à la BCE, de la présidente au chef économiste, aux membres italiens du Conseil également très dovish, pour nous dire nous allons réagir, nous allons de manière préventive en faire un peu plus
de façon à éviter un resserrement qui peut-être à l'avenir sera plus fort et il faudra être crédible. Or, on a 2 semaines de chiffres très faibles et honnêtement des excuses qui ne sont pas vraiment acceptables en termes de rédemption, de titres arrivés à échéance, qu'elles sont des excuses. Donc il faut effectivement que Christine Lagarde soit très claire sur ce point. Est-ce que oui ou non, la BCE veut et est en mesure d'accélérer ses achats d'actifs là tout de suite, dans les semaines qui viennent? Ça veut dire quoi? Que pour vous, entre les paroles et les actes, il y a une différence aujourd'hui qui ne s'explique pas convenablement? C'est juste, et ce n'est pas un problème en soi. Aujourd'hui, je le répète, les taux ne sont pas si élevés, ont commencé à se stabiliser aux États-Unis. On dépend évidemment de ce qui se passe aux États-Unis et à la Fed. C'est plutôt que, qui sait ce qui se passera dans 2-3 mois, quand l'inflation aux États-Unis peut atteindre 3 ou 4%, quand l'inflation en Allemagne également en deuxième partie d'année va accélérer. Il faut que la BCE soit claire et crédible. La crédibilité, elle se construit au quotidien, dès aujourd'hui, en joignant les actes à la parole, puisque ce sont eux qui sont venus nous dire qu'ils étaient prêts à intervenir. Elle n'est pas claire, pourquoi selon vous? Parce qu'elle ne sait pas vraiment quels indicateurs elle doit regarder concrètement, ou est-ce que c'est plutôt parce qu'il y a des dissensions au sein du Conseil? Ce sont les 2 raisons bout à bout, c'est-à-dire qu'il y a des dissensions au Conseil parce que les membres de la BCE ne sont pas tous d'accord sur les indicateurs à regarder, le niveau qui serait un niveau de seuil de douleur. Et je crois qu'aujourd'hui, la question de la réussite ou non de l'exercice de communication, elle se résume à un point qui vient du discours de Fabio Panetta, encore lui, le membre italien du board, et qui a cité explicitement décembre 2020 comme le moment où la constellation, comme il dit, de ces conditions financières, monétaires et financières était acceptable et que la BCE souhaite les préserver en l'état. Si c'est effectivement le cas, si les dissensions sont telles que la BCE ne peut pas se mettre d'accord sur ce point de référence, alors le marché risque de le prendre très mal. Et c'est là où Christine Lagarde a un exercice de communication très délicat aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management. Et on poursuit cette discussion avec Didier Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'investissement chez Carmignac. D'abord, vous, votre analyse sur cette remontée du marché parisien qui, donc on le disait tout à l'heure, touche maintenant et dépasse même les 6 000 points. Oui, alors qui ne concerne pas seulement le marché parisien d'ailleurs. On a une remontée des marchés actions très forte qui correspond à une espèce de mini-cycle économique extraordinairement resserré en l'espace de même pas un an, dû au fait tout simplement que suite à cet effondrement sur littéralement quelques semaines de l'activité et des marchés actions il y a un an maintenant, bien la réaction des pouvoirs publics a été hors norme, bien supérieure à ce qui avait eu lieu en 2008, bien supérieure. Souvenez-vous, en 2008, l'argument consistait à dire nous, gouvernement, on est déjà endettés, on a déjà des déficits, donc on ne peut plus faire grand-chose, c'est à vous, Banque centrale, de tout faire. Alors les banques centrales ont fait beaucoup, mais cette fois-ci, la grande différence, c'est que les gouvernements ont vraiment mis la main à la poche. Et donc, on a eu une remontée des marchés sous stéroïdes, si j'ose dire, ce qui fait qu'on a là vraiment concentré, ramassé en l'espace d'un an, presque un demi-cycle, c'est-à-dire les valeurs cycliques qui ont commencé à surperformer, et puis de plus en plus, ce qui a amené aux valeurs vraiment d'inflation, je dirais, les valeurs d'énergie, le pétrole, les matières premières, les matériaux, et on est dans cette phase-là aujourd'hui. Alors c'est plus marqué aux États-Unis, parce qu'ils ont ce plan de relance qu'on connaît, mais c'est un phénomène assez global. Et donc la question, ça rejoint un petit peu ce qui était discuté juste précédemment, c'est de se dire non seulement si les marchés n'ont pas déjà bien compris tout cela et le reflètent, mais surtout, je dirais, si en effet on a une espèce de mini-cycle tellement resserré, alors dans ce cas-là, est-ce que la prochaine phase elle-même va intervenir rapidement ? C'est-à-dire, si l'on a une telle accélération, alors s'ensuit une accélération de la hausse des taux d'intérêt, reflet classique, naturel, normal. Et à partir de quel moment cette hausse des taux d'intérêt agit comme un ralentisseur de l'économie et donc fait basculer le cycle économique dans sa phase de ralentissement qui pourrait intervenir à partir de là peut-être en 2022. C'est ça la question. Elle est difficile à résoudre aujourd'hui parce que l'intervention des pouvoirs publics continue.
On n'est pas dans un cycle où les logiques économiques sont les moteurs de tout ce qui se passe. Là, il y a une intervention qui continue d'être hors norme, en tout cas aux États-Unis, avec après un plan de soutien qui vient d'être voté. On parle déjà du plan de relance, cette fois, qui sera voté plus tard dans l'année et qui pourrait prolonger cette phase d'accélération du cycle au-delà de 2022. Donc, je pense que c'est la grande question, personne n'a la réponse aujourd'hui. Est-ce qu'à l'horizon d'un an ou à peu près, on est dans une continuation de cette accélération sous la dynamique des politiques de relance, ou est-ce que le cycle continue à la même rapidité qu'il a voyagé depuis un an, c'est-à-dire qu'on rentre déjà dans une période de ralentissement? C'est en gros la grande question pour les marchés maintenant. Mais justement, pour le marché parisien, est-ce qu'on n'est pas dans l'anticipation? Parce que, OK, il y a une reprise très forte aux États-Unis. En France, on n'est pas dans une reprise qui est sur de tels niveaux. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, on va arriver à un seuil et qu'on va repartir dans un cycle plutôt baissier, ou en tout cas plus mesuré? Mais précisément, je pense que la bonne nouvelle pour nous, Européens, je dirais, c'est qu'on a voyagé un peu moins vite dans le cycle. Ne serait-ce que parce qu'on n'a pas eu les mêmes plans de relance qu'ont eu les Américains sous la nouvelle administration Biden. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore, et c'est un peu le sujet de la discussion pour Christine Lagarde, on n'est pas encore, loin s'en faut, en surchauffe. Oui. On n'est pas aussi avancé dans le cycle. Pas. Donc aux États-Unis, il se pose vraiment déjà la question de se dire, mon Dieu, avec des taux d'intérêt à 1,5, à 1,75% à 10 ans, est-ce que ça commence à constituer un frein pour la croissance? Ça commence à être le débat. Ce n'est pas encore les débats en Europe. Aujourd'hui, on va sûrement entendre Christine Lagarde qui va dire l'économie continue d'avoir besoin du soutien, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on est plus loin, je dirais, de la phase de retournement de l'économie. Donc c'est une bonne nouvelle, et quand vous regardez le comportement des marchés actions, je crois qu'il reflète ça assez bien, c'est-à-dire que les marchés européens se mettent à surperformer le marché actions américain. Mais même le CAC 40 est meilleur que les autres indices en Europe. Alors ça m'a surpris, je crois que j'ai vu ce matin une hausse de plus de 8% en 2021 pour le CAC 40, et on fait mieux qu'effectivement les grands indices américains ou même que le DAX. Donc, vous voyez la logique, c'est-à-dire que les indices américains suivent, je dirais, le cycle économique, et on l'avance. Ouais. On l'avance. Et donc, ils se retrouvent déjà dans une situation où les investisseurs, à bon droit, commencent, et c'est ce qu'ils font toujours, à anticiper à 6 mois, 9 mois, et se posent la question de savoir quel sera le rythme de la croissance économique à 6-9 mois. Si l'administration Biden fait passer de nouveau un plan de relance monumental, alors le marché américain a encore un potentiel de hausse sur cette dynamique-là, mais ça ne va pas être si facile. Il va falloir avoir un consensus au Congrès sur davantage de dépenses. Le prochain plan de relance devra être financé par des hausses d'impôts. Donc ces hausses d'impôts elles-mêmes seront des freins à la croissance. Donc la problématique de la dynamique de croissance à l'horizon 9 mois, 10 ans aux États-Unis commence à être un vrai sujet. En Europe, ce n'est pas le cas. Par conséquent, étant en retard, peut-être paradoxalement, je ne sais pas, mais en tout cas ça me paraît logique, étant en retard, on n'a pas encore ces problématiques-là en Europe, donc il est normal qu'on rattrape, je dirais, un petit peu l'avance qu'avaient pris les marchés américains. Oui, alors vous êtes en train de me dire en gros que les États-Unis en font peut-être trop et qu'à un moment leur plan de relance peut freiner la reprise économique ? Non, ce n'est pas le plan de relance en tant que tel qui freinerait la reprise économique. Non, le sujet, c'est que un plan de soutien budgétaire, on l'appelle relance ou autre chose, il crée une situation qui oblige l'avenir à surenchérir, si j'ose dire. C'est-à-dire que si après une année de plan de relance, vous n'en faites pas l'année suivante, il y a un effet déceptif. C'est-à-dire qu'une année sur l'autre, vous avez un resserrement budgétaire en réalité. Et donc, cette débauche de dépenses qui avait déjà été considérable en 2020 et qui continue là en ce début d'année 2021, mais une pression quand même assez forte sur 2022 pour être à la hauteur de ce qui est injecté en ce moment. Or, il y a un double problème. Un, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire, il faut obtenir un vote du Congrès sur de nouveau des milliers de milliards. On ne se rend pas bien compte. Les ordres de grandeur deviennent quand même difficiles à appréhender. Donc des chiffres absolument hors normes. On est au-delà des 10% de déficit budgétaire aux États-Unis. Ouais. Et deuxième chose, il faut les financer. Alors pour l'instant, c'est financé par de la dette. Donc la Fed achète, tout le monde achète, très bien. Clairement, le prochain plan de relance, lui, devra être financé en partie importante
par des revenus fiscaux. Donc il va y avoir augmentation de l'imposition sur les plus-values, de l'imposition sur les revenus élevés, de l'imposition sur les entreprises. Alors qu'on sort d'une phase de baisse d'impôts qui avait duré assez longtemps. Exactement. Donc la problématique de la dynamique de croissance sur 2022, c'est vraiment pas un sujet simple pour les États-Unis. Et il va bientôt se poser, je pense. Donc on est encore là dans la phase glorieuse, si j'ose dire. C'est-à-dire que les vaccinations sont en avance aux États-Unis, la réouverture de l'économie est encore devant nous. Donc la dynamique actuelle, tout va bien. Mais les marchés... on le sait bien, à juste raison, essaie de voir au-delà. Ouais. Et donc, on n'est probablement plus très loin maintenant du moment où les marchés vont commencer à se demander tout de même, après ce régime sous stéroïdes, comme je disais, est-ce que 2022 peut être à la hauteur ? On parlait du CAC 40 ou même du Dow Jones qui est sur un record encore hier soir, mais en revanche, le Nasdaq est à la traîne, là, du coup. On est sur une baisse, je crois, de 6,5%, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, sur un mois. Comment on explique ça ? Parce qu'on a eu un énorme succès effectivement sur les valeurs techno et là du coup ça y est, c'est fini, on repart dans l'autre sens. Donc même logique, et l'intérêt là c'est que l'argument explique tous ces phénomènes. On a bien sur une période extrêmement resserrée à cause de ce phénomène de vaccination, de dépenses budgétaires, etc. On a un mini-cycle extrêmement resserré en un an. Donc là, on est dans la phase de redémarrage très très forte. Donc naturellement, les valeurs de croissance, donc non cycliques ou beaucoup moins cycliques, naturellement, qui elles, bien entendu, avaient l'avantage, quand la croissance était très faible, naturellement, sont rentrées dans leur période où elles sous-performent systématiquement. Oui, bien sûr. Mais d'où la question clé qu'on se posait précédemment, si ce phénomène d'accélération peut être perpétré bien au-delà de 2021, alors l'avenir du Nasdaq, on va dire, pour les valeurs de croissance, est reporté à plus tard, si j'ose dire. A contrario, si ce cycle très resserré, il est resserré également dans sa prochaine phase, c'est-à-dire que dès 2022, on se pose la question du ralentissement, alors le Nasdaq ne sous-performera pas longtemps. On reviendra de nouveau dans la recherche de valeurs dont la croissance des résultats n'est pas vulnérable à un ralentissement cyclique. Donc le fait que le Nasdaq sous-performe est entièrement logique, classique à ce stade du cycle, d'où l'importance de se poser la question de la prochaine phase du cycle. C'est une opportunité là, d'investir sur le Nasdaq en ce moment ? C'est toute la question. Comme je vous dis, dans l'immédiat... Ça dépend du cycle. Ouais, je comprends. Ça peut paraître un peu tôt, parce que, comme je vous disais, dans l'immédiat, on peut quand même espérer continuer d'avoir des bonnes surprises, c'est-à-dire mesurer à quel point, par la réouverture de l'économie aux États-Unis, vous savez que d'ici fin mai, en gros, l'immunité collective sera atteinte aux États-Unis. Donc l'économie va vraiment se réouvrir, les transports. D'ailleurs, il y a une statistique, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui est assez intéressante. Dans les personnes de plus de 65 ans, en gros, ça y est. C'est-à-dire qu'ils sont à 70% de vaccination. Et quand vous regardez les données immédiates sur Google, notamment des réservations d'avions, des budgets dépensés dans les restaurants, etc., eh bien, ça explose. C'est-à-dire qu'on voit bien là, alors c'est une fraction de la population par définition, mais on voit bien là qu'il y a une modification de comportement vraiment très très sensible dès lors que les personnes considèrent que ça y est, elles peuvent revivre normalement. Donc il ne faut pas sous-estimer cette faculté du consommateur américain de normaliser, d'utiliser toute son épargne accumulée depuis un an. Donc peut-être un petit peu tôt pour déjà basculer vers les valeurs de croissance, mais sur les prochains mois, tout ça peut très bien être reflété très très vite. Encore une fois, c'est toute cette accélération d'un phénomène cyclique sur moins d'un an pratiquement. Et donc là, c'est peut-être là qu'on sera au point haut de l'optimisme général sur la croissance, du sentiment que la croissance est au maximum. Et c'est le moment où il faudra revenir probablement sur la valeur de croissance. Cette envie de consommation là, du consommateur américain, elle peut nous bénéficier à nous en Europe, par exemple, ou ça va aller plutôt vers la Chine et les États-Unis prioritairement ?
Alors, deux choses. D'une part, le monde reste global aujourd'hui, avec tous les discours de relocalisation. Pour l'instant, on reste dans un monde global. Donc les États-Unis demeurent quand même un moteur de croissance qui profitera au monde globalement. Il est vrai que dans tous les plans de soutien qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'est davantage la Chine que l'Europe qui en a profité. La Chine a augmenté de manière majeure son excédent commercial à l'égard des États-Unis sur les 12 derniers mois. Donc, eux en ont vraiment bien profité. En plus, ça leur a permis à eux de ne pas avoir recours à ces plans de relance. Ils ont profité des plans de relance des autres, si j'ose dire. Pratique. Donc, oui, exactement. Donc, ils en ont encore sous le pied en cas de besoin. C'est pour ça que la Chine est dans une position vraiment assez favorable aujourd'hui. Alors, pour l'Europe, c'est pareil, mais à un degré sensiblement moindre. L'Europe est davantage lié à sa consommation domestique. Or là, on reste sur des niveaux de chômage élevés, des niveaux d'épargne qui restent très élevés. Donc on est un peu moins sensible, macroéconomiquement parlant, à la relance américaine. On parlait de la Chine. Et comment ça se passe en ce moment sur les marchés chinois? Parce qu'il y a quand même... effectivement, on a l'impression que l'économie chinoise se porte bien et en même temps les marchés qui reculent un peu en Asie. Alors oui, c'est une observation intéressante parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, pas mal d'années quand même, mais il y avait quelques années où la Chine faisait partie de ces pays émergents, très liés on va dire à la croissance globale, au prix des matières premières, etc. Or, aujourd'hui, c'est plus le cas. La Chine est un pays de haute technologie, de valeur de croissance. Et donc, le marché chinois, il fonctionne comme les autres marchés développés, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans cette phase qu'on connaît depuis quelques mois d'accélération économique, eh bien, les valeurs de croissance sous-performent, comme on l'a dit, comme le Nasdaq. Et donc, les marchés chinois, qui lui aussi a une part importante de valeurs de croissance, de valeurs de technologie, lui aussi, on va dire, depuis, quand vous regardez les graphiques, c'est très frappant. Vous avez deux phases très marquées depuis le début de l'année. Vous avez les élections du 6 janvier en Géorgie, aux États-Unis, qui ont marqué la majorité parlementaire démocrate aux États-Unis. Donc, le feu vert pour un programme de relance démocrate. Et puis, vous avez derrière l'annonce effective du plan de relance, enfin du plan de soutien de l'administration Biden de 1 900 milliards de dollars. Ouais. Ces deux annonces-là ont vraiment été les moteurs d'une relance considérable, enfin d'une remontée des attentes macroéconomiques aux États-Unis, donc de surperformance des secteurs cycliques et de sous-performance des valeurs Nasdaq de croissance. Donc ce même phénomène a fonctionné pour la Chine. Et donc la Chine aujourd'hui, le marché a été pénalisé depuis un mois à peu près. Ouais, c'est ça. Ça correspond à cela par cette rotation sectorielle. Et ça veut dire en fait qu'en France, le CAC 40 profite du fait de ne pas avoir trop de valeur technologique. J'ose pas le dire. C'est moi qui l'ai dit. Merci beaucoup Didier Saint-Georges. Je rappelle que vous êtes donc membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart pour une heure complète de débrief de la journée sur les marchés financiers. Et on analysera évidemment le discours de Christine Lagarde. Passez un très bon après-midi sur Bismart. À tout à l'heure.